Bienvenue sur Africa 24 dans cette nouvelle édition du Non-Stop Info. Sommaire de l'actualité, la coalition 747 à la conquête des Gabonais. La coalition 747, un jeune mouvement politique mais qui entend bien peser dans les débats à l'approche des élections législatives prévues au mois de juillet. En Côte d'Ivoire, la Banque mondiale octroie un crédit pour le développement urbain, un financement destiné essentiellement aux différents projets d'infrastructure dans deux villes principales du pays. Et retour dans ce journal sur les travaux de la 44e session du Conseil des ministres de l'Organisation pour l'harmonisation en Afrique du droit des affaires qui ont pris fin ce 9 juin en Guinée. Mais tout d'abord, le roi Mohamed VI qui reçoit le président français Emmanuel Macron dans le cadre d'une visite d'État de 2 jours. La première au Maghreb pour le président français arrivé à Rabat ce mercredi soir. Une visite éminemment politique. Différents volets de la coopération entre les deux pays doivent être examinés. La France est l'un des premiers investisseurs étrangers au Maroc. Et ce jeudi, les travaux de la première tranche de l'usine de PSA de Kenitra devraient être lancés. Leur leitmotiv, en finir avec l'ancien système, encore inconnu il y a quelques semaines. La coalition 747, composée de jeunes qui se réclament de la société civile, se prépare pour les élections législatives prévues le 29 juillet au Gabon. Voyez ce reportage de notre correspondant Douglas Ntutu. Constituée des 747 associations de jeunes et de femmes, la coalition 747, présidée par Karim Diengui, a pris part au dialogue citoyen et prononcé la rupture avec les acteurs politiques qui, selon elle, ont longtemps abusé de la jeunesse. À la faveur de son premier conseil qui s'est tenu à Libreville, Karim Diengui, le président de cette plateforme associative, a annoncé que celle-ci présentera des candidats aux prochaines élections législatives. Ces acteurs politiques que nous décrions, parce que vous le savez, nous avons proclamé désormais la rupture avec cette classe politique et nous demandons à tous les jeunes de démissionner des partis politiques, nous l'affirmons. Et aujourd'hui, il faut remercier donc le chef de l'État pour avoir permis le rêve aux jeunes. Donc désormais, nous allons nous engager. Nous ne faisons pas la politique, mais lorsqu'il s'agira des élections législatives, la société civile présentera ses candidats par le biais de la coalition. Nous allons investir tous les sièges. La question relative à l'intégration plus accrue des jeunes et des femmes dans la vie politique du pays à hauteur de 30% pourrait être une victoire pour la jeunesse. Une jeunesse politiquement engagée qui souhaite être associée au comité de suivi du dialogue national. Nous demandons au chef de l'État d'associer la coalition des associations des jeunes du dialogue politique au comité de suivi. Il faut qu'on respecte le format du dialogue. Il y a eu une phase citoyenne et une phase politique. Il est anormal que ce comité de suivi ne soit piloté que par des acteurs politiques. Il faut qu'il y ait 50% société civile, 50% politique. Quatrième point, nous avons contesté et nous continuons à contester le statut de chef de l'opposition. Qui est opposant au Gabon ? Quand on nous donne les critères de statut de l'opposition, si être opposant c'est insulter l'institution, si être opposant c'est mettre les jeunes dans la rue pour qu'ils deviennent de la chair à canon, ben demain nous tous nous pouvons devenir des opposants. Les réformes initiées par l'opposition lors du dialogue national, à savoir la refonte des circonscriptions électorales, l'augmentation du nombre de députés qui pourrait passer de 120 à 150 entre autres, rendent quasi impossible la tenue des élections législatives en juillet 2017. Cette situation ne démotive pas pour autant les jeunes qui peaufinent déjà leur future candidature. La Banque mondiale approuve une enveloppe de 120 millions de dollars au profit de la Côte d'Ivoire. Ce fonds devrait servir au financement de projets d'infrastructures pour le développement urbain et la compétitivité des villes secondaires. Un projet qui débutera par les villes de Bouaké et San Pedro. Siamlo Victoria Sechi. Dans l'optique de stimuler la croissance et favoriser la compétitivité des villes secondaires de la Côte d'Ivoire, un appui de 120 millions de dollars a été octroyé à l'État ivoirien par la Banque mondiale. Un financement qui devrait voir la création de plusieurs infrastructures permettant à ces villes de générer plus d'emplois afin de désengorger la capitale économique. Rappelons que la ville d'Abidjan porte majoritairement l'économie du pays. Elle concentre à elle seule 20% de la population totale et 60% du PIB. Avec l'Abidjan, il y a une activité portuaire qui est développée. Nous avons besoin de développer une nouvelle zone industrielle pour augmenter en fait la superficie, pour augmenter le volume d'activité, donc permettre à la Côte d'Ivoire d'accroître ses investissements. Il faut regarder la plupart des villes, les villes que nous avons, il faut regarder en termes de potentialité. Nous pouvons développer toutes les villes de la Côte d'Ivoire, nous ne pouvons pas le faire en même temps. Nous allons procéder au fur et à mesure. Ce développement qui était centré beaucoup plus vers la ville d'Abidjan va commencer à se décentraliser vers les autres villes. Et donc on va sentir au fur et à mesure une régionalisation progressive du développement
économique de la Côte d'Ivoire. Les autorités ivoiriennes entendent miser sur Bouaké et San Pedro, deuxième et troisième grande ville tout aussi dynamique que compétitive. En raison de son port, San Pedro est le deuxième pôle économique avec un apport de 4% à l'économie du pays, soit 0,952 milliards de dollars. La ville de Bouaké, encore fortement impactée depuis la crise militaire de 2002, contribue à 0,758 milliards de dollars, soit un peu plus de 3% du PIB de la Côte d'Ivoire. Ces fonds-là doivent vraiment être orientés en termes de santé, en termes d'éducation, en termes d'infrastructures. C'est vraiment ça, parce qu'il faut passer, vous voyez en Côte d'Ivoire, selon le recensement général de la population qui a été mené en 2014, 49,7% de la population se trouve en zone urbaine, alors que 50,3% de la population se trouve en zone rurale. Avec des potentialités importantes, les villes secondaires ivoiriennes font face aux mêmes défis. Leurs infrastructures restent encore sous-développées et peu praticables. De nombreux analystes pensent qu'il faut repenser le développement des villes à travers l'innovation. La construction d'infrastructures modernes devant faciliter leur interconnexion et les échanges commerciaux dans la sous-région et avec le reste du monde. Conakry a abrité les 8 et 9 juin le Conseil des ministres de l'OHADA, l'Organisation pour l'harmonisation en Afrique du droit des affaires, au cœur des travaux de droit comptable. Experts ont planché sur l'uniformisation dans les 17 États membres de l'organisation. Reportage Emmanuel Milimono, commenté par Lizelsi Akizimana. Pour faciliter les investissements dans les pays africains, rien de tel qu'un cadre juridique uniforme et attractif tel que visé par les 17 pays membres de l'OHADA, l'Organisation pour l'harmonisation en Afrique du droit des affaires. Réunis en session les 8 et 9 juin 2017 à Conakry, en Guinée, les ministres en charge de la justice et des finances se sont penchés sur le projet de règlement relatif à l'harmonisation des pratiques des professionnels de la comptabilité et de l'audit. L'Afrique peut légitimement être fière de son modèle d'intégration juridique dont l'originalité et l'attractivité sont désormais établies. L'OHADA est également et incontestablement un moteur de développement de l'Afrique. Il est évident que pour une entreprise qui exerce ses activités dans plusieurs pays, l'unité des règles applicables facilite considérablement ses opérations. Qu'il s'agisse de son organisation juridique, de son fonctionnement ou de ses échanges commerciaux et financiers. Ce sont 15 États sur les 17 membres qui étaient représentés à cette 44e session du Conseil des ministres de l'OHADA. Cette rencontre s'est tenue en prélude à l'entrée en vigueur très prochainement du nouvel acte uniforme relatif au droit comptable et à l'information financière. Ces démarches visent entre autres à faciliter la création des entreprises, optimiser le financement des activités économiques, assurer la pérennité des entreprises, sécuriser le règlement des conflits d'affaires à travers le recours à l'arbitrage. Avec la poussée de cette harmonisation dans les différents aspects juridiques et réglementaires, il va sans dire que les revenus des pays membres vont se renforcer et aussi les règlements seront harmonisés, et ce qui va créer moins de problèmes et ça va lever surtout beaucoup d'entraves en matière de commerce. Le droit de l'OHADA est utilisé pour créer un vaste marché intégré afin de faire de l'Afrique un pôle de développement. L'organisation a pour mission l'adoption de règles juridiques adaptées à l'environnement économique international et de ses États membres. Alors pour en parler un peu plus longuement, avec nous sur ce plateau, Maître Jacques-Brice Momnungui, président du club OHADA Bordeaux. Bienvenue et merci donc d'être avec nous. Alors en marge du Conseil des ministres de l'OHADA, comme on l'a vu dans ce sujet, une conférence donc de l'OHADA doit se tenir les 22 et 23 juin à Bordeaux. Il sera notamment question du secteur de l'industrie, de l'emploi, de la justice. Pourquoi avez-vous choisi de mettre le curseur sur ces secteurs ? Tout d'abord, je vous remercie de votre invitation. Donc, le club OHADA à Bordeaux, en partenariat avec le JICAM Europe, donc je remercie le président Jean-Marie Tallet, le barreau de Bordeaux, en partenariat avec la conférence internationale des barreaux de transition juridique commune, en partenariat avec le Conseil national des barreaux français, le syndicat des avocats conseil d'entreprise, et sous le haut patronage du secrétaire permanent de l'OHADA, professeur Dorothée Kossi-Sosa, organise en présence de la République des Comores, représentée par son vice-président, des journées OHADA à Bordeaux, le 22 et 23 juin prochain, notamment sur les secteurs que vous avez cités. Pourquoi nous avons voulu nous y attaquer ? Tout simplement parce que l'OHADA est un formidable outil de développement de la croissance en Afrique. Et nous avons constaté que
nous pouvons aller plus loin en attaquant justement des domaines qui ne font pas forcément l'objet d'une administration, qui sont aujourd'hui les défis économiques que l'Afrique doit relever pour sa croissance, l'industrie, l'énergie, l'emploi et la justice sociale. C'est pour ça que nous avons choisi d'attaquer le WADA, non pas simplement pour ce qu'elle est, mais sur ce qu'elle peut encore devenir. Donc ce sont des secteurs peu investis sur la question de l'harmonisation? Tout à fait, puisque ce sont des secteurs qui relèvent souvent du pouvoir régalien des États. Car la question de l'industrie peut poser également la question de l'énergie avec le sous-sol et tout ce qui peut aller avec les industries énergétiques. La question de l'emploi, vous savez, sur l'emploi, il y a eu un projet d'harmonisation du droit du travail, les règles étant l'adoption à l'unanimité. À la dernière minute, un État n'a pas signé l'adoption de l'harmonisation du droit du travail, ça n'a jamais eu lieu. Et pourtant, c'est une question qui est aujourd'hui pesante, puisque quand on crée des entreprises, on a besoin de savoir quelles sont les règles sociales qui vont s'y appliquer. Et enfin, la question de la justice qui, elle, est harmonisée puisqu'il y a une cour commune de justice et d'arbitrage, qui est une cour suprême. Mais je pense qu'aujourd'hui, la question, c'est de savoir comment les États eux-mêmes s'approprient les outils de justice qui ont été mis en place par l'OHADA pour la rendre effective dans leurs États. Alors justement, l'OHADA a bientôt 24 ans, si je ne me trompe pas. En 24 ans, l'organisation a-t-elle permis de favoriser l'activité économique sur le continent africain? J'aime toujours parler des chiffres. Alors je prends l'exemple de la République démocratique du Congo qui me vient juste à l'esprit, où il fallait 156 jours avant 1993 pour créer une entreprise. Aujourd'hui, il en faut 11. Je prends l'exemple du Cameroun, où il fallait environ plus de 25 jours. Aujourd'hui, il en faut 3 ou 4. Ce sont des chiffres qui sont donnés. Vous regarderez les référentiels qui sont donnés par toutes les institutions internationales en matière de référencement et vous verrez que ces chiffres sont clairs et parlants. Quand on fait un tableau comparatif, on se rend compte que l'OHADA a permis la performance, l'accélération administrative des créations d'entreprises, l'attractivité des investissements en mettant à plat, à jour déjà toutes ces normes d'investissement et en actualisant également sa législation. Alors justement, un certain nombre de pays, et je pense notamment à certains États d'Afrique australe, connaissent quand même des échanges commerciaux assez importants. Pourtant, c'est des pays qui ne se sont pas alignés sur l'harmonisation du droit, par exemple du droit des affaires. C'est une très, très bonne question. Et l'OHADA, c'est déjà 17 pays. Imaginez-vous l'aventure de l'OHADA, comme on l'appelait à l'époque, qui est une réalité aujourd'hui, a été commencée en 1993. Imaginez 17 États harmonisant sans transposition 8 matières de leur droit. Droit des affaires, droit commercial, droit des sociétés, procédures collectives et j'en passe. Et qui l'ont fait si rapidement qu'il faut déjà consolider cette intégration. Bien sûr que les chantiers de l'OHADA, c'est d'aller beaucoup plus loin. Je pense d'abord, avant même d'arriver aux pays de l'Afrique australe, je pense aux pays de l'Afrique de l'Ouest qui sont de tradition de common law. Le Nigeria, qui commerce avec tous les autres pays, n'est pas dans l'OHADA. Le Ghana n'est pas dans l'OHADA et pourtant ils sont dans l'UMOA. Donc il y a d'abord, à mon sens, un premier travail à faire de rapprochement de l'OHADA avec ces États-là directement, qui sont vraiment physiquement tout proches des États qui convergent. Et ensuite, ça viendra très rapidement. Moi, je pense d'abord à l'Angola. L'Angola et le Congo, il n'y a pas de raison, parce que l'Angola est du même droit continental que nous. C'était le droit portugais avant. Et donc, ensuite, l'Afrique australe y viendra. Mais je pense que dès lors qu'on aura réussi ce chantier de la common law et celui d'intégrer un pays comme l'Angola, la question ne se posera plus. C'est quelque chose, c'est des démarches qui avancent C'est des démarches qui avancent et qui sont même poussées par la force du temps. Moi, je crois beaucoup au temps. On dit souvent que le temps résout tout. Et vous voyez aujourd'hui le Maroc, on a parlé, je crois, dans ce journal, le président Macron qui est en visite au Maroc. Le Maroc, aujourd'hui, investit, a demandé à entrer, non seulement est revenu dans l'Union africaine, mais a demandé d'entrer dans l'Union économique et monétaire de l'Afrique de l'Ouest. En 2025, il est prévu une monnaie unique de l'Afrique de l'Ouest. Imaginez donc le Maroc déjà qui applique un droit différent de l'OHADA, investissant aussi massivement qu'elle le fait en Afrique. Il n'y a pas de raison de douter que dans quelques temps, le Maroc également aura intérêt à se rapprocher fortement de l'OHADA, voire à l'intégrer. Donc moi, sans vouloir être prophète, je pense que dans 5-10 ans, ou peut-être dans 20 ans, l'OHADA va dépasser largement son premier espace pour être quelque chose de complètement africain. D'accord, merci beaucoup, Maître Jacques-Brice Momlungi. Donc, merci d'avoir accepté notre invitation. Je rappelle donc que vous êtes le président du club OHADA Bordeaux. Je vous remercie. Ce journal a été réalisé par l'ensemble de la rédaction. Merci à vous pour votre fidélité. Dans un instant, une nouvelle édition de l'actualité sur Africa 24.